Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Côte d'Ivoire est en deuil. Son premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé ce mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer. Décès qui intervient 8 mois après celui de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. La Libye fait un pas de plus vers une véritable sortie de crise. Le Parlement libyen a approuvé le gouvernement du Premier ministre par intérim Abdelhamid Dbeibah ce mercredi 10 mars. L'équipe gouvernementale aura pour principale mission l'organisation des élections prévues pour décembre 2021. Et puis, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté ce mercredi 10 mars au Togo. Il s'agit du vaccin AstraZeneca de l'initiative COVAX. Le pays a reçu 156 000 doses dans un premier temps. Mais tout d'abord, les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord-ouest de l'Algérie le week-end dernier ont fait 10 morts, parmi lesquels 5 enfants, selon le bilan définitif de la protection civile algérienne, publié ce jeudi 11 mars. Dimanche 7 mars, le bilan faisait état de 7 victimes. Plus de 300 agents de la protection civile avaient été déployés en réponse à ces inondations qui ont touché plusieurs préfectures du pays. Plusieurs routes avaient été fermées en raison des intempéries. Qui était Ahmed Bakayoko, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Très connu aussi bien dans le monde de la politique que de la culture, Ahmed Bakayoko a eu un parcours très particulier. Ahmed Bakayoko est décédé ce 10 mars à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer. Un portrait d'Aïssatou Diamanka-Besland. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le plus fidèle compagnon du président Alassane Ouattara vient de tirer sa révérence. Ahmed Bakayoko est décédé ce mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, où il avait été évacué pour des soins intensifs. L'homme était alors atteint d'un cancer qui lui sera finalement fatal. Le chef du gouvernement ivoirien s'est éteint à l'âge de 56 ans. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Très tôt engagé dans la lutte, Ahmed Bakayoko fut leader syndical des étudiants au nom du PDCI, l'ancien parti unique avant son entrée dans le ring politique. Son adhésion au RDR en 1994 lui vaudra quelques séjours en prison sur fond de guerre de succession entre Alassane Ouattara et le président d'alors, Henri Konan Bédié. C'est en mars 2013 qu'il accède pour la première fois au poste de ministre de la Communication et de l'Information sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Lorsque le président Alassane Ouattara accède au pouvoir, Ahmed Bakayoko sera successivement ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de la Défense, avant d'occuper depuis juillet 2020 le poste de Premier ministre, chef du gouvernement, poste qu'il cumule avec celui de la Défense après le décès brusque d'Amadou Gon Coulibaly. Ahmed Bakayoko devient alors un des piliers essentiels du régime Ouattara. Pleure un de ses dignes fils, un de ses piliers, une de ses pièces maîtresses. Le président à qui nous pensons tous dans cet instant posé. C'est dur. Le Premier ministre Ahmed, c'était toujours le sourire, quelle que soit la situation. Il avait cette force de pouvoir détendre même les situations les plus tendues. Ahmed Bakayoko a été déclaré vainqueur aux élections législatives du dimanche 7 mars 2021. Pour rappel, il fut un acteur clé du dialogue politique engagé avec l'opposition. L'homme avait réussi à fédérer autour d'une même table pouvoir, opposition et organisation de la société civile. Un acte qui a favorisé des élections législatives sans trouble et sans heurts.
Les législateurs libyens ont confirmé ce mercredi 10 mars un gouvernement nouvellement nommé dans l'espoir qu'il contribuera à unifier le pays divisé et ravagé par la guerre depuis la révolution de 2011. Le gouvernement du Premier ministre désigné Abdulhamid Dbeibah remplace deux administrations rivales, l'une basée à l'est et l'autre à l'ouest, qui se disputent le pouvoir en Libye depuis des années. Selon la feuille de route négociée par l'ONU, le mandat du gouvernement Dbeibah durera jusqu'à la tenue des élections prévues le 24 décembre 2021. Aïssa Toubari. En Libye, les lignes semblent bouger. Le nouveau gouvernement a obtenu mercredi 10 mars la confiance du Parlement à l'issue d'un vote crucial pour l'avenir du pays. Après 2 jours d'intenses débats, le Parlement élu a approuvé l'équipe gouvernementale formée par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Un gouvernement qui aura la lourde tâche d'unir le pays en vue de l'organisation des élections dont la date a été fixée au 24 décembre. Et je pense finalement le gouvernement va avoir la confiance parce qu'il y a 2 raisons. La première raison, que le chef de gouvernement ait ouvert la porte pour tous les demandes de postes gouvernementaux aux députés. Il a acheté la plupart des députés par les données des postes ministériels. Et la deuxième chose, les députés savent bien et le Parlement savent bien, si ils ne donnent pas la confiance au nouveau gouvernement qui était un gouvernement de tutelle internationale, alors ce rôle législatif va aller au comité de 75 qui était choisi par la représentante des Nations Unies à Libye. Le gouvernement a été approuvé par 121 voix sur les 132 députés présents. Les législateurs libyens étaient réunis depuis lundi 8 mars pour la première fois depuis des années. La confirmation est intervenue après que le chef du gouvernement, Abdelhamid Dbeibah, né d'un processus parrainé par les Nations Unies, a présenté la semaine dernière son projet de cabinet au président Aguila Saleh. Il y a plusieurs défis, mais je pense que le plus important défi pour le gouvernement, de faire unifier tous les postes gouvernementaux et surtout unifier l'armée qui est toujours divisée, qui est toujours en état de guerre en fait. Bien sûr, il y a le défi de la vie quotidienne des Libyens qui est dégradée depuis 10 ans. Donc il faut travailler davantage pour améliorer les conditions de vie des Libyens. Et la troisième, bien sûr, préparer le pays aux élections législatives et présidentielles. Le gouvernement proposé par le Premier ministre, secondé par 2 vice-premiers ministres, un de Cyrénaïque Est et un du Fezzan Sud, est composé de 33 portefeuilles, qui, selon lui, sont représentatifs des différentes zones géographiques de la Libye. Retardée par la crise sanitaire, l'installation du Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires a finalement eu lieu ce mercredi 10 mars au Tchad. Cette instance, présidée par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pour ambition d'associer les opérateurs économiques à la prise des décisions relatives aux réformes économiques et faciliter les partenariats publics-privés. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Corinne Kamse. Au Tchad, le gouvernement a lancé officiellement ce mardi 10 mars 2021 un conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires. Objectif, créer les conditions favorables à l'investissement direct étranger afin d'accélérer la transformation structurelle de l'économie. Un observatoire a été aussi initié pour suivre l'effectivité de la mise en œuvre des réformes économiques. L'amélioration du climat des affaires au Tchad implique également une adhésion massive et un changement de comportement de toutes les couches sociales, en particulier les fonctionnaires, les responsables publics, civils et militaires. Tous les acteurs de la vie administrative et économique de notre pays doivent considérer désormais le secteur privé comme notre principal créateur de richesses et d'emplois.
La capacité de l'État à financer seuls les investissements étant limitée, les autorités appellent les opérateurs économiques privés à multiplier les partenariats publics-privés afin de créer de la richesse et des emplois. Pour les acteurs du secteur privé, le gouvernement doit au préalable poser les jalons nécessaires à l'importation et à l'exportation pour faciliter le commerce transfrontalier. N'oublions pas que le Tchad est au centre des grands enjeux. La transsaharienne, la route de la soie, la ZLECAf. Et nous avons été réconfortés par le mot du maréchal lors de la visite inaugurale de l'ONAMA. Je cite, il faut voir grand. Le Tchad est grand, le Tchad n'est pas petit. Classé 182e rang sur 193 pays par Doing Business du groupe de la Banque mondiale en 2020, le Tchad veut améliorer à travers cet organe institutionnel les conditions des investissements privés pour accélérer la mise en œuvre de sa politique de diversification économique entamée en 2016. Direction le Togo à présent. Le pays vient de lancer sa première phase de campagne de vaccination contre la Covid-19. Les 156 000 doses de vaccin AstraZeneca réceptionnées le 7 mars permettront à 75 000 personnes cibles de ne plus développer la forme grave de la maladie. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Des doses de vaccin AstraZeneca pour lutter contre la Covid-19 au Togo. Le pays a donné le ton de la campagne de vaccination ce 10 mars avec la chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbé, la première à se faire vacciner grâce à l'initiative COVAX. Ces vaccins restent à ce jour notre seule chance de reprendre rapidement le cours normal de nos vies. Le bon déroulement de cette première phase nous servira plutôt de base pour les phases suivantes, afin que la majorité des Togolais puissent être vaccinés. Le démarrage de cette campagne de vaccination ne doit pas nous faire baisser les bras sur le front du respect des gestes barrières. Pour cette première phase, 156 000 doses de vaccins sont disponibles pour 75 000 personnes avec pour cible les 50 ans et plus résidant dans le Grand Lomé et l'ensemble du personnel de santé. Le vaccin est sûr, rassure le professeur Didier Ekwevi du conseil scientifique chargé de la riposte contre le coronavirus. Sur le plan scientifique, le vaccin que nous avons eu, c'est le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin efficace, puisque ça permet de prévenir 90% des formes graves de la maladie. Et nous sommes sûrs et certains que tous ceux qui seront vaccinés ne présenteront plus de formes graves de la maladie et par conséquent, nous aurons moins de décès dans les jours à venir. Tout vaccin a des effets secondaires. Ces effets secondaires vont survenir. En général, ces effets secondaires vont durer 24 à 48 heures. Ce sont des effets secondaires qui seront très mineurs. C'est lorsque vous avez la fièvre, vous prenez du paracétamol. Lorsque vous avez des maux de tête, vous prenez du paracétamol et vous reposez. Un peu plus d'un an après l'apparition de la maladie à coronavirus au Togo, le pays enregistre plus de 90 décès avec une hausse inquiétante des cas de contamination ces derniers jours. Toujours en rapport avec le coronavirus, au Sénégal, l'état de catastrophe sanitaire décrété le 22 janvier à Dakar et Thiès pour endiguer la propagation de la Covid-19 va prendre fin le 19 mars à minuit. Annonce faite par le président Macky Sall dans un communiqué publié ce mercredi 10 mars. La mesure assortie d'un couvre-feu entre 21h et 5h GMT et en vigueur dans ces deux régions qui sont les plus impactées par la pandémie avait été prorogée à son expiration le 20 février. Le Sénégal a démarré sa campagne de vaccination contre le coronavirus le 23 février suite à la réception de 200 000 doses du vaccin Sinopharm. Le pays a par ailleurs reçu 324 000 doses du vaccin AstraZeneca de l'initiative COVAX le 3 mars dernier. Le bilan publié ce mercredi fait état de 36 195 cas confirmés et 935 décès depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal le 2 mars 2020. Le feuilleton des élections à la CAF connaîtra un dénouement ce 12 mars, des élections qui auront fait couler beaucoup d'encre. Le vote aura lieu à Rabat au Maroc, un vote facile pour l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football, car il reste un seul candidat en lice, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. José Douglas.
C'est sans surprise que le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe sera élu président de la CAF, la Confédération africaine de football, pour un mandat de 4 ans. Les tractations se sont déroulées en coulisses avec la présence des émissaires de la CAF fin février 2021 à Rabat et sous la pression de la FIFA. Tous les autres candidats ont renoncé à la bataille, même si certains ont émis des réserves sur la manière dont les choses se sont déroulées. Ce qui se passe n'est pas trop démocratique. On impose aux électeurs un schéma. Qui vous dit qu'ils sont preneurs ? Je consulte, j'explique à ceux qui me soutiennent, tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau international. Il y a eu une réunion à Rabat, mais ce qui compte, c'est ce que pensent les votants. Les autres protagonistes, Augustin Senghor pour le Sénégal et Ahmed Yahya pour la Mauritanie, ont aussi renoncé à se présenter pour le scrutin de ce vendredi 12 mars afin de laisser le siège à Patrice Motsepe qui a le soutien de Gianni Infantino, président de la FIFA. On va dire d'abord tout ça pour ça, quoi. Donc nous, les Africains, on sait très bien qu'on a beaucoup de problèmes dans notre football à tous les échelons. Je parle de la formation, je parle des catégories, je parle de la restructuration de notre football, l'infrastructure qui est vétuste. Et on attendait un renouveau. Je parle que ces 4 ou ces 5 candidats. Je sais que le dernier passage de Infantino sur notre continent était pour beaucoup de choses. C'est la capitale marocaine Rabat qui abritera cette assemblée générale élective de la Confédération africaine de football. Sauf coup de théâtre, nous devrions retrouver autour de Patrice Motsepe tous les anciens candidats à des postes importants. Les pays anglophones et hispanophones du continent souhaitaient aussi un équilibrage au sein de l'instance après le règne du Camerounais Issa Hayatou de 1988 à 2017, presque 30 ans, et la présidence de M. Ahmad Ahmad 2017 à 2021, et banni de toute activité liée au football pour détournement de fonds et condamné à 185 000 € d'amende et dont le TAS a retardé sa décision de le rétablir dans ses droits. L'objectif principal reste que le football africain se développe tant chez les femmes que chez les hommes et que nous ayons encore plus de nations qui nous représentent lors des grandes compétitions internationales. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.